Bonjour à tous. Dans ce cours intitulé Migration cellulaire, domiciliation et cancer, je vais vous parler des différents éléments impliqués dans la motilité des cellules. En effet, les acteurs de la migration cellulaire sont nombreux, avec en particulier le cytosquelette, les molécules d'adhésion et les signaux qui vont indiquer aux cellules quand et vers où il faut se déplacer. Ce cours se divisera en 3 parties, avec tout d'abord une première partie introductive dans laquelle nous verrons comment une cellule se dirige et comment elle se déplace sur un support. Le cytosquelette joue un rôle important dans la migration cellulaire, mais Claire Durmort vient de vous donner un cours sur ce chapitre, je ne reviendrai donc pas sur cette partie du cours. Ensuite, dans une deuxième partie, nous aborderons l'adhérence cellulaire, qui joue un rôle primordial dans la migration. Et à travers ce chapitre, je vous présenterai différents aspects physiopathologiques au cours desquels la migration cellulaire est impliquée. Et pour finir, je vous présenterai une pathologie au cours de laquelle la migration cellulaire peut jouer un rôle particulièrement néfaste, c'est-à-dire le cancer. La migration cellulaire revêt une importance physiopathologique particulière. En effet, elle est associée au phénomène de prolifération et de différenciation cellulaire. Elle participe à l'organisation des tissus et joue également un rôle important dans l'embryogenèse et le développement. Mais également, elle va jouer un rôle important dans des mécanismes immunologiques tels que l'inflammation, la coagulation ou la cicatrisation. La migration cellulaire est également impliquée dans des mécanismes pathologiques comme le cancer et en particulier le développement des métastases, mais également dans l'athérosclérose ainsi que certaines maladies de la peau et du tissu conjonctif. Pour que les différents mécanismes physiologiques tels que l'embryogenèse et le développement ou encore les réponses immunologiques se déroulent correctement, les cellules doivent migrer vers des sites appropriés, ce qui nécessite que ces cellules soient dirigées vers ces sites. Si on prend l'exemple des lymphocytes, en conditions physiologiques, ils doivent être distribués sur les différents organes lymphoïdes secondaires à partir des précurseurs, des organes précurseurs, que sont les organes lymphoïdes primaires, c'est-à-dire la moelle osseuse et le thymus. Puis, en cas d'infection, les différentes cellules immunitaires doivent être redistribuées, c'est-à-dire qu'elles doivent migrer vers le lieu de l'infection. La circulation des cellules immunitaires au sein de l'organisme est régulée par des molécules qu'on appelle les chimiokines, ainsi que par le récepteur, et ce phénomène est appelé la chimiotaxie. Les chimiokines appartiennent à une superfamille qui comprend de très nombreuses molécules, environ une cinquantaine, et qui correspondent à des polypeptides de 6 à 14 kilodaltons. La plupart des chimiokines possèdent 4 résidus cystéine, et ces dernières sont d'ailleurs classées en 4 sous-groupes en fonction de la position du premier et du second résidu cystéine. Vous avez sur cette diapositive ces 4 sous-groupes de chimiokines avec à droite un schéma qui représente leur structure secondaire. Alors parmi ces 4 sous-groupes, nous avons le groupe CC ou bêta-chimiokine si le premier et le deuxième résidu cystéine sont côte à côte. Maintenant, si ces deux résidus sont séparés par un seul acide aminé, on les appelle CXC ou alpha-chimiokine. Si ces deux résidus sont séparés par 3 acides aminés, c'est le groupe CX3C qui ne comprend qu'un seul membre, la fractalkine. Et enfin, le dernier groupe, appelé le groupe C, pour les chimiokines qui n'ont que 2 cystéines, le deuxième et le quatrième résidu. Et ce groupe-là ne comprend que 2 membres,
les lymphotactines alpha et bêta. Ces molécules sont impliquées dans l'activation, l'adhésion et le chimiotactisme des cellules. En effet, la fonction première des chimiokines prend place dans le recrutement des leucocytes, c'est-à-dire des lymphocytes, des monocytes et des polynucléaires, depuis le flux circulant vers les sites d'action. Les chimiokines produites au niveau de ces sites vont former un gradient chimique et permettre ainsi d'attirer ces leucocytes. Les cellules qui sont recrutées sur le site de l'infection sont sélectionnées en fonction des récepteurs aux chimiokines qu'elles possèdent à leur surface. Ces récepteurs sont composés de 7 domaines transmembranaires. Il existe donc une sélectivité de domiciliation des leucocytes, c'est-à-dire une migration sélective de certains de ces leucocytes vers les sites d'action. En effet, seules les cellules qui possèdent le récepteur capable de reconnaître la chimiokine produite au niveau du site d'action vont pouvoir migrer vers ce site. Bien que la chimiotaxie soit la forme de migration la plus fréquemment étudiée, il existe encore d'autres types de locomotion permettant de diriger les cellules. Alors, sur cette diapositive, vous sont présentés les 3 types de locomotion les plus courants, la chimiotaxie que nous venons de voir, l'aptotaxie et la nécrotaxie. L'aptotaxie consiste en un gradient chimio-attractant qui se présente sur une surface, tandis que pendant la chimiotaxie classique, le gradient se développe dans une phase soluble. La surface biologique active la plus importante est la matrice extracellulaire. La présence de ligands fixés sur cette surface est responsable en particulier de l'induction de la migration cellulaire transendothéliale et du développement de l'angiogénèse. On reparlera de l'angiogénèse dans le 3e chapitre. La nécrotaxie représente un type spécial de la chimiotaxie, au cours duquel le chimioattractant est issu d'une cellule nécrotique ou apoptotique. En fonction du caractère chimique de la substance émise, la nécrotaxie peut accumuler ou repousser les cellules, d'où l'importance pathophysiologique de ce phénomène. La liaison d'une chimiokine sur son récepteur va déclencher chez la cellule une activation des voies de signalisation intracellulaire. Les récepteurs aux chimiokines sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires qui sont couplés aux protéines G, d'où leur nom de RCPG, pour récepteurs couplés aux protéines G. Les RCPG représentent la plus grande famille de molécules de surface impliquées dans la transmission du signal. Vous verrez cette partie du cours avec Serge Bottary. Dans le cas des récepteurs aux chimiokines, ils sont couplés aux protéines G de la famille GI-GO et vont notamment permettre l'activation des kinases de type protéine kinase C ou PKC, ainsi que les PI3 kinases ou les GTPases de la famille Rho qui sont capables de coordonner la réorganisation du cytosquelette d'actine, la polymérisation et la motilité cellulaire. Cette diapositive vous montre un schéma récapitulatif des différentes voies de signalisation induites par les récepteurs aux chimiokines. Et on peut voir sur ce schéma que parmi ces GTPases de la famille Rho, nous avons la GTPase Rho elle-même qui va permettre d'activer la cophiline et la prophyline, la protéine RAC, la protéine CDC42, CDC42 qui elle est capable de moduler l'activité du complexe de nucléation de l'actine ARP23 et dans l'ensemble, ces protéines vont ainsi pouvoir agir sur la dépolymérisation et la polymérisation de l'actine au niveau des fibres de stress, des lamellipodes et des filopodes.
Nous venons de voir comment les chimiokines sont capables de donner une direction de déplacement aux cellules, et maintenant nous allons voir comment une cellule arrive à se déplacer sur un support solide et quelles sont les différentes étapes de la migration d'une cellule. Pour migrer, les cellules doivent acquérir un phénotype polarisé que l'on compare souvent à une forme en escargot. L'avant et l'arrière de la cellule ont des rôles distincts et font intervenir des composants cellulaires différents. Le noyau et la majorité du cytoplasme se trouvent vers l'arrière de la cellule, alors qu'à l'avant, la cellule va émettre une longue extension qui forme un lamellipode correspondant au front de migration. Cette étape s'appelle la protrusion. Lors de la migration, la cellule trouve une direction à suivre par chimiotactisme et étend son front de migration. Ces prolongements vont ensuite adhérer à leur environnement, c'est ce qu'on appelle la phase d'adhésion. Une force contractile va ensuite permettre à l'intérieur de la cellule, et au noyau en particulier, de se déplacer vers l'avant. On parle alors de translocation. Les points d'ancrage devenus inutiles à l'arrière se détachent et la cellule se rétracte de l'arrière vers l'avant. Un nouveau cycle va alors pouvoir recommencer. La cellule étant englobée dans une matrice tridimensionnelle, il lui faudra également la dégrader partiellement afin de pouvoir se créer l'espace nécessaire au processus décrit précédemment. C'est une composante de l'invasion qui n'est pas reprise ici sur cette diapositive. Deux modèles ont été proposés pour expliquer le mouvement du front de migration cellulaire. Le premier accorde un rôle prépondérant au cytosquelette et on sait notamment que la polymérisation de l'actine est nécessaire pour pousser le front de migration. Le second modèle propose que l'exocytose et l'endocytose jouent un rôle fondamental dans ce processus. En effet, une exocytose régulée pourrait apporter des membranes et participer à l'extension des bords cellulaires. Elle pourrait aussi apporter les récepteurs nécessaires au chimiotactisme et à l'attachement des cellules au substrat. En parallèle, l'endocytose pourrait réguler localement les réponses des récepteurs membranaires en internalisant ces récepteurs, notamment ceux impliqués dans le chimiotactisme et ceux nécessaires à l'adhérence des cellules au substrat. L'endocytose pourrait également permettre le recyclage des récepteurs de l'arrière de la cellule vers le front de migration cellulaire, comme on peut le voir sur cette diapositive. Le trafic membranaire intracellulaire met en jeu les protéines SNER qui vous ont déjà été mentionnées dans le cours de Michel Serres. Des études récentes mettent en évidence le rôle d'une protéine SNER endosomique, la cellubrévine, également appelée VAMP3, dans la migration cellulaire. La cellubrévine régule l'adhérence des cellules au substrat en participant à l'exocytose et à l'endocytose des intégrines. Le rôle important de la cellubrévine dans la migration cellulaire ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre de la cancérothérapie, suggérant que le trafic membranaire pourrait être une nouvelle cible pour inhiber la migration des cellules métastatiques. On reparlera des métastases dans le troisième chapitre. Je vous ai déjà dit que pour migrer, les cellules doivent acquérir un phénotype polarisé. Cette diapositive permet d'illustrer la polarité d'une cellule migrante. Elle est caractérisée à l'avant par des extensions cytoplasmiques, les lamellipodes larges et épais, et les philopodes fins et plats. Ces prolongements sont soutenus par un important cytosquelette d'actine qui vient s'ancrer à leur extrémité au complexe d'adhésion de la membrane plasmique.
Les filaments d'actine vont ainsi permettre la traction de la cellule vers l'avant, alors qu'à l'arrière de la cellule, la dislocation du cytosquelette va permettre le désassemblage des contacts focaux et ainsi le détachement et la rétraction de la cellule. On observe également sur cette diapositive la présence de complexes d'adhésion permettant dès lors d'établir un lien physique direct entre certains éléments de la matrice extracellulaire et le cytosquelette. L'adhésion est l'une des composantes biologiques majeures liées à la migration cellulaire. En effet, une régulation très fine du degré d'adhésion de la cellule à son environnement extracellulaire va conditionner en partie la force et la vitesse migratoire. Ainsi, à l'arrière, l'adhésion doit être relativement faible pour permettre à la cellule de se détacher. Si jamais les forces adhésives sont trop importantes, la cellule ne pourra pas se détacher, ce qui entraverait la migration. A l'inverse, les protrusions cytoplasmiques doivent adhérer suffisamment à l'avant de la cellule pour pouvoir générer une force de traction significative. Ce film permet d'illustrer le mouvement de migration cellulaire. On retrouve les phases successives de protrusion avec la formation de lamellipodes à l'avant de la cellule, puis la translocation du noyau vers l'avant et enfin la rétraction qui correspond à la dislocation du cytosquelette et au détachement de la cellule à l'arrière. La formation des lamellipodes à l'avant de la cellule est induite par la polymérisation des filaments d'actine. Comme nous l'avons vu auparavant, les chimiokines vont pouvoir signaler à la cellule la direction à prendre en activant différentes protéines telles que le complexe de nucléation de l'actine ARP2 et ainsi permettre la polymérisation de ces filaments d'actine. Comme je vous l'ai déjà dit, le degré d'adhésion de la cellule à son environnement extracellulaire représente une composante majeure de la migration cellulaire. En fait, l'adhésion de la cellule implique la participation de diverses catégories de molécules qui permettent d'une part l'adhérence des cellules entre elles et d'autre part l'adhérence des cellules aux composants de la matrice extracellulaire. Elles sont à la base de l'architecture des tissus et des organes, mais jouent également un rôle très important dans la transmission des signaux cellulaires. Parmi les familles de molécules d'adhésion cellulaire, je détaillerai la prochaine fois uniquement les 4 plus importantes que sont les intégrines, les cadérines, les sélectines et la superfamille des immunoglobulines. Voilà pour le premier chapitre de ce cours.